Bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. En République démocratique du Congo, selon les termes de l'accord politique signé entre la majorité présidentielle et une frange de l'opposition politique, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'investiture du nouveau président élu. À l'opposition est attribuée la primature durant la période de la transition. Après dialoguer ces enjeux, nous en parlons avec M. Edem Kodjo, le facilitateur de l'Union africaine. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à accepter la mission de facilitation dans une situation aussi complexe que celle de la République démocratique du Congo? Le Congo est un pays vital pour le continent africain. On ne peut pas prétendre aimer l'Afrique si on n'aime pas le Congo. Et puis le Congo, pour moi, personnellement, c'est un amas de souvenirs qui remontent à ma jeunesse militante et estudiantine. Et donc, pour moi, le Congo n'est pas un pays neutre. Et je ne peux pas voir ce pays courir des risques de sombrer et que je me tienne là indifférent, ce n'est pas possible. J'ai donc accepté, j'ai pris des coups, on m'a même récusé d'une manière fallacieuse. Dieu merci, personne n'a suivi le récusateur, tout le monde a été partisan du récusé. Et donc le récusé a décidé de récuser le récusateur. Le dialogue a pris fin avec un accord signé par les participants. Avez-vous à ce jour le sentiment d'avoir accompli votre mission? Ce travail a été accompli. Nous avons un accord qui est équilibré. D'aucuns ne voudraient voir dans cet accord que le prolongement du mandat du chef de l'État jusqu'à l'élection de celui qui va lui succéder. Mais il y a plus que ça dans l'accord. Cet accord est un véritable compromis politique qui permet justement d'organiser de façon juste, équitable et crédible les élections en faisant en sorte qu'une nouvelle donne soit établie. C'est ainsi qu'un nouveau gouvernement doit être formé. Ce gouvernement doit être dirigé par quelqu'un issu de l'opposition et qui veillera donc avec le chef de l'État à la bonne tenue des différents dispositifs de l'accord et à la conduite régulière des opérations qui doivent conduire la CENI à organiser des élections dans les délais impartis. Si oui, que répondez-vous à ceux qui estiment que ce dialogue n'a rien résolu? C'est pour ça que l'article, si vous le lisez bien, fait référence explicitement au pouvoir du chef de l'État de nommer le Premier ministre dans la majorité. Mais il y a un fait nouveau qui est un fait fondamental. C'est qu'en convoquant le dialogue, qu'en réussissant à mettre ensemble une partie de l'opposition et la sensibilité présidentielle qui, sur le plan consensuel, de manière consensuelle, ont défini des normes, ce consensus permet justement de faire en sorte que on ne viole pas la Constitution, en fait. En fait, c'est former une sorte de nouvelle assemblée où, au lieu d'être la opposition et majorité présidentielle, on a des éléments fondés sur un consensus, le consensus qui a permis la signature de l'accord. Sans ce consensus, on n'aurait jamais signé d'accord. Alors ce consensus, il faut le poursuivre pour que l'accord soit appliqué comme il faut. Vous clamiez haut et fort que la Constitution sera respectée. Pourtant, l'accord politique prévoit non seulement le maintien du président Kabila au-delà de la date fixée par la Constitution, c'est-à-dire le 19 décembre 2016, mais aussi la nomination d'un Premier ministre issu de l'opposition, alors que la Constitution stipule que le Premier ministre est choisi au sein de la majorité parlementaire. Quelle analyse faites-vous de ces constats? Mais il n'y a pas mystère. Les gens ont le droit de se bousculer au portillon. Ça fait partie de l'ordre naturel des choses et de l'ambition avouée ou non de plusieurs acteurs importants de la chose publique ici au Congo. Donc la réalité, c'est que le chef de l'État va nommer parmi les dirigeants des partis politiques qui ont participé au dialogue, on va nommer une personnalité qui a participé au dialogue, il va nommer une personnalité qui sera le Premier ministre. Alors, si on se bouscule le portillon, ça voudrait dire que le président n'aura que l'embarras du choix.
Mais il faut bien cela. Une fois le gouvernement, le Premier ministre nommé, il faut la formation du gouvernement qui se fait en général par une sorte de consensus entre le Premier ministre et le chef de l'État, et on trouve un accord sur les principaux noms de personnalités qui doivent être dans le gouvernement. J'ajoute que, étant donné que l'accord qui a été signé a un aspect fondamental sur lequel il faut toujours insister, à savoir que c'est un accord ouvert et qu'il demeurera ouvert, il n'est pas exclu que certains ministres soient choisis parmi ceux qui n'ont pas participé au dialogue directement et qui souhaiteraient d'une façon ou d'une autre y adhérer et qui auraient démontré par le passé une compétence particulière. Pour le poste de Premier ministre, plusieurs candidats se sont déjà annoncés. Pourquoi l'accord n'a-t-il pas défini les termes de la nomination du Premier ministre? De toutes les façons, vous savez, c'est une question de volonté politique. Et je crois avoir perçu quand même chez les participants la volonté politique d'aller loin avec cet accord. Dans ces conditions, on a prévu un système qui, aux yeux de certains, n'est pas très contraignant. Parce que beaucoup auraient voulu voir une forte armature internationale impliquée dans le dialogue. Les Nations Unies au niveau le plus élevé, l'Union africaine, les institutions qui ont participé au groupe de soutien du facilitateur, etc. Mais les Congolais ont semblé donner la préférence à un système plus national. Donc c'est 7 représentants de l'opposition, 7 représentants je dirais de l'ex-opposition, 7 représentants de l'ex-majorité présidentielle et 4 de la société civile qui vont former ce comité de soutien. Mais cela n'est pas déconnecté du tout des réalités internationales et des relations internationales même, je dirais, puisqu'il est mentionné dans l'article qui suit immédiatement que les Nations Unies, l'Union africaine et les institutions comme la SADC, les Grands Lacs, la CEAC et d'autres institutions, l'OIF, l'Union européenne, toutes ces institutions qui étaient dans le groupe de soutien aux facilitateurs pourront envoyer régulièrement des délégations pour voir comment les choses se passent sur place. Quels sont les mécanismes mis en place en vue du respect de l'accord signé? Pour l'opposition, le président Joseph Kabila doit quitter le pouvoir le 19 décembre. Dans le contexte actuel, comment appréhendez-vous cette échéance? En réalité, si on veut faire une réflexion approfondie, hormis des slogans faciles, la date du 19 décembre n'a plus de réalité. Le 19 décembre, on peut toujours constater que le président Kabila a terminé son terme, a achevé son mandat. Mais c'est qu'entre-temps, il y a eu les dispositions de l'accord, qui n'ont pas été fondées sur le hasard, mais sur une étude approfondie au niveau de la CENI, pour savoir exactement combien de temps il nous faudra pour organiser de vraies élections, en partant d'un fichier électoral totalement remanié et avec l'agrément de tous. Alors les impératifs qui pèsent sur la CENI sont ces impératifs qui ont conduit à déterminer cette date d'avril 2018. Donc, à moins de procéder par vaticination, déclaration péremptoire, etc., si on veut voir les problèmes en face, on est obligé de reconnaître que ce qui a été fait selon une logique rigoureuse et selon une norme, je dirais, pratiquement établie.